Benjamin, bonjour. Bonjour. Tu rentres des championnats du monde des Jeux équestres en Normandie, où tu te places au classement final par équipe en attelage à 4, 7e, puis en individuel, 17e. Comment tu as vécu ces championnats? Les Jeux équestres mondiaux en France, c'est déjà le plus gros événement équestre qui ait jamais été organisé en France. C'est le rassemblement de toutes les disciplines, et s'il y a bien une idée que je défends et que j'aime, c'est le fait qu'on partage à l'intérieur du monde équestre, qu'on partage d'une discipline à l'autre, le jumping avec le dressage, l'attelage, la voltige, et que ça devienne une grande famille et qui surtout ait une opportunité pour échanger. Et c'est ce qui a été le cas aux Jeux équestres mondiaux. Ensuite, les chevaux ont très bien travaillé, ils ont fait 2 ans extraordinaires. On était il y a un mois et demi, on était 8e à Aix-la-Chapelle. Donc les chevaux ont été dans une progression. Le concours des Jeux pour moi était un peu délicat. Un cheval sur le dressage qui ne supportait pas, on avait un sol spécial avec des projections de sable. Donc j'ai un cheval que je n'ai pas pu mettre parce qu'il ne supportait pas de prendre des projections du cheval de devant. Donc j'ai joué dans une configuration qui n'était pas ma configuration de dressage. Le marathon n'était pas assez sélectif par rapport à ce qu'on sait faire en marathon, n'était pas assez sélectif, donc on n'a pas pu aller chercher de grandes différences. Et sur la maniabilité, j'ai un cheval qui s'est marché dessus au marathon, que je n'ai pas pu mettre sur la maniabilité. Donc c'est un peu un concours en demi-teinte, on est meilleur français. Les chevaux, après 2 ans de travail, ont extraordinairement bien travaillé. Donc pour ça, je suis super content. Ce sont les mêmes chevaux avec lesquels tu travailles ou tu en as pris des nouveaux? Non, on a commencé il y a 2 ans. Avec Frédéric, on a monté 2 attelages. Et puis on a commencé à travailler. On a fêté les 2 ans depuis le débourrage à Aix-la-Chapelle il y a un mois et demi, là, au mois de juillet. Et puis depuis, on a continué ce process-là. Donc c'est les chevaux que l'on monte, que l'on longe, que l'on attelle à 1, que l'on gymnastique à l'obstacle. Les chevaux font bien sûr plein d'autres choses que de l'attelage. Mais ils avaient comme objectif justement une saison de Coupe du Monde en attelage à 4. Et les chevaux aussi sentent qu'il se passe quelque chose. Oui, les chevaux là maintenant, on a fait pas mal de concours, les chevaux ont couru en Angleterre, en Allemagne, en Slovénie, on a vraiment couru toute l'Europe pour préparer cette année de Coupe du Monde. Et donc les chevaux savent très bien les rituels, ils voient le camion s'approcher, ils savent qu'on va partir en concours. Dans la façon de préparer, on allège le travail évidemment avant les épreuves, donc les chevaux savent exactement où ils vont. Donc avant de partir, on était tous fringants. On est allé en stage pendant 10 jours, ils étaient un peu perdus parce qu'on n'est pas parti en concours directement au championnat du monde. On a fait un stage de 10 jours en équipe de France. Donc les chevaux étaient un peu déboussolés parce qu'ils sont arrivés sur le stage de préparation comme si on allait attaquer l'épreuve. Puis au bout de 10 jours, ils s'est un peu essoufflés, ils étaient un peu perdus de ce côté-là, mais les chevaux ont livré quelque chose de beau. Ouais. Je suppose que tous les attelages étaient fatigués après un stage qui peut-être même sûrement est intensif. Oui, c'est des stages intensifs, c'est des stages de préparation. Après, on était très attentifs à pas fatiguer les chevaux physiquement en tout cas, mais moi c'est encore des jeunes chevaux et mentalement, eux ont l'habitude de partir de la maison, faire un concours, rentrer à la maison. Donc ils partent une période, mais il y a toujours, on n'enchaîne pas 3 semaines comme ça, entre travail et concours. Donc les chevaux ont vécu ça un peu différemment de ce qu'ils ont vécu d'habitude. Mais par contre, on a fait très attention pendant le stage de ne pas justement fatiguer au-delà. Hein. Mais ce qui est fatigant, c'est d'attendre en préparation. Et ça, oui, ces 10 jours-là sont longs où tout le monde piétine un peu en attendant d'entrer sur l'épreuve. À refaire ces championnats du monde en France? À refaire, il y a eu plein de choses décriées sur l'organisation des Jeux, parce que je crois qu'ils ont été victimes de leur succès. Il y a eu énormément de personnes et dans l'accueil public, il y a eu des problèmes un peu de gestion des foules, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens. Mais ça reste une organisation monstrueuse et fantastique. Ils ont pour moi très bien travaillé. Je veux dire, j'en ai vu des Jeux d'équestre mondiaux. Je pense que ça a été une vraie fête du sport. Il n'y a pas eu de catastrophe en dopage. Il y a eu quelques histoires, des petites choses. Il n'y a pas eu de problèmes sportifs qui font que la fête aurait été entachée. Et après, on est quand même passé au travers de
9 championnats du monde, toutes disciplines confondues. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Quel ressenti tu as, avec du recul bien évidemment, par rapport à Equestria cette année? Equestria cette année, on avait pris le pari de faire déjà les 20 ans. Il y avait eu la confiance de toute l'équipe, de la mairie, de l'office du tourisme à Tarbes par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais rattrapé un peu le truc en vol pour essayer de faire que ça se passe correctement. Sorti de là, le maire était très content, il m'a dit c'est vous qui le faites l'année prochaine. Et puis du coup on a organisé ça, j'avais préfacé ça bien sûr en amont, on a fait un gros travail d'amont pour trouver à la fois une façon au niveau des artistes, un choix d'artistes, mettre un chapiteau pour ne pas être indépendant du mauvais temps, réussir à créer une équipe humaine qui fait qu'on ait l'impression de voir un spectacle qui a tourné en tournée et avec des gens qui se connaissent par cœur alors qu'ils se découvrent quelques jours avant la première. Et avec le recul, oui, on a passé un très bon moment. Et puis moi j'ai posé les guides avec sa chapelle le dimanche, j'ai pris l'avion, je suis arrivé ici. Le lundi, on a monté tout le village, parce qu'on a retravaillé le village pour en faire un lieu d'accueil où les gens étaient conduits d'une piste à l'autre et où les pistes étaient animées un peu différemment. Et ensuite, au niveau du spectacle, l'idée était vraiment de faire un prolongement de la journée qui se passait dans le village et puis que ça finisse par un bouquet final un peu dans le spectacle en salle. Où les gens, enfin on a eu que des témoignages super positifs, les gens étaient emballés. On avait mis 2 spectacles l'après-midi parce que je disais, moi je pense qu'on fait du spectacle pour les gens, on ne fait pas du spectacle pour nous, artistes ou metteurs en scène ou professionnels du spectacle, on fait du spectacle pour que les gens prennent du plaisir. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de spectacle en après-midi possible, rendu comme on rend le spectacle le soir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de chapiteau. Donc là avec le chapiteau on a pu jouer à 3 h de l'après-midi un spectacle comme si on le jouait à 22 h le soir en pleine nuit, avec les mêmes éclairages, exactement le même spectacle. Du coup on a vu des personnes âgées venir voir Equestria, enfin le spectacle des créations, on a vu des enfants, chose qu'on n'avait jamais vue, avant, juste du fait que le spectacle était tard. Donc ça c'était un des paris, c'était d'ouvrir justement les portes du festival à un autre type de public, qui n'est pas des moindres parce que les personnes âgées ont tous une histoire de cheval dans la tête, donc ils ont tous le cheval dans leur cœur. Et tous les enfants jouent aux cow-boys, aux indiens, montent à cheval tous les jours dans leurs rêves. Donc, et ces 2 publics-là étaient coupés de ce spectacle-là, ce que je trouvais un peu dommage. Ensuite, non, moi ce que je retiens fondamentalement d'Equestria, c'est que c'est bâti autour d'une histoire humaine. Et à partir de là, moi c'est une aventure condensée, c'est le montage d'un spectacle ultra rapide entre amateurs, professionnels, gens du tourisme, gens de la ville, les techniciens des espaces verts, tout le staff de la mairie qui a joué le jeu. Les bénévoles. Les bénévoles, on a monté une petite armée de bénévoles géniaux. On a préfacé ça, c'est-à-dire longtemps avant. Je dis voilà, on essaye de passer un cap dans le festival, essayer de faire que les gens soient mieux reçus, soient mieux accompagnés, que ce qu'on propose soit plus carré, plus cadré. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des bénévoles à la fois efficaces, je vais dire éduqués dans ce qu'ils ont à faire, informés de ce qu'ils ont à faire et tout. Donc on a monté beaucoup de réunions en amont avec toute l'équipe de l'Office du tourisme. Et puis on a reçu tout le monde. Et puis il y a un groupe qui s'est créé. Et puis ce groupe-là a proposé plein d'initiatives et plein de belles choses. Et puis tout ça s'est mis en route. On a monté tout le village avec les bénévoles, enfin avec beaucoup de bénévoles. On a des gens qui ont proposé, qui sont revenus avec leur machine à coudre, d'autres qui sont revenus avec des outils. On a travaillé. Et puis dans la semaine, le village s'est monté. Une fois que le village était monté, le vendredi, je recevais les artistes. Et puis là, on a changé d'orientation. Et j'ai dit maintenant, le village est monté.
à vous de le garder joli. Et moi, je vais m'occuper de monter le spectacle de la nuit création. On a reçu les artistes le vendredi soir. Et dès le samedi matin, on était en répétition. Et là, le pari avait été pour les 20 ans, c'était de prendre d'aller caster des danseurs dans la ville, d'aller caster des musiciens, des chanteurs, des gens de l'école de cirque, etc. Et puis de proposer à ces différentes associations de dire ok, vous en travaillant de telle et telle façon, vous pouvez venir et participer à cette fête-là, qui est la nuit des créations, qui était réservée au monde professionnel du spectacle. Et là, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de professionnels et d'amateurs. Professionnels, amateurs, pour moi, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, puis d'autres non. Mais là, j'ai vu beaucoup d'amateurs travailler bien mieux que beaucoup de professionnels. Juste parce que c'était des gens passionnés. Donc moi j'ai sélectionné des gens passionnés, quelles que soient les disciplines, l'âge, j'ai pas trop de limites de ce côté-là. Et puis après avoir rencontré ces gens-là, on les a invités à travailler d'une façon, j'ai donné des orientations de travail, certains des mois avant le début de la création. Et puis une fois qu'on est parti dans cette orientation-là, au moment de mettre tout ensemble, tout s'est fondu entre cavaliers portugais, danseuses tarbaises, musiciens de là, et tout le monde s'est rencontré, on a réussi à mixer tout ça. Et la même chose avec la police municipale, la même chose avec la NES et André qui ramasse les ordures sur la ville, la même chose avec tous les gens qui ont joué le jeu de venir intégrer ça. Ça a été en fait un magnifique partage. C'est un partage. Que ça soit avec les artistes, mais aussi avec le public. D'ailleurs, tous les jours, c'était complet. Oui, il n'y avait plus de place de libre. Et puis, ça ne s'est jamais arrivé au Festival à Tarbes de se retrouver tout vendu. Il n'y avait plus de place. Et même pour... j'avais invité des proches à venir voir le spectacle et tout. Je les ai mis en régie avec moi parce qu'il n'y avait plus de place assise. Ça, c'est bon signe. Et tout simplement, je pense, parce que les gens, à un moment donné, quand ils voient qu'il y a des gens qui s'amusent à faire quelque chose ensemble, et que c'est d'un niveau professionnel, où les choses sont carrées et cadrées, à partir de là, les gens prennent du plaisir à venir voir ça. J'aimerais savoir, comment tu fais pour tenir? D'un côté, bien sûr, tu avais les championnats du monde à t'occuper, dans l'entraînement de toi, de tes chevaux, et de l'autre, tous ces spectacles sur Equestria, comment tu fais? Moi, je me nourris d'un truc, je me nourris de quelque chose de génial, c'est de passer d'un univers à l'autre. C'est-à-dire moi ça me nourrit, il y a des gens que ça épuise parce qu'ils doivent changer, et moi en fait de rester statique dans un domaine ou une discipline me fatigue. Donc le fait à un moment donné de changer d'univers m'oblige à remettre tout sur la table, à réinventer, à recommencer en fait. Et le fait de recommencer, ça me booste. J'arrive d'un univers de compétition où il y a des règles hyper définies, une rigueur de travail qui nous permet d'aller au haut niveau, et puis j'arrive au milieu d'artistes qui eux ont un souci d'esthétique et qui parfois manquent de rigueur par exemple. Donc la rigueur que je vais leur amener va faire du bien à leur côté artistique, et puis va mettre un cadre dans lequel ils vont pouvoir mieux s'exprimer. Et à la fois de retravailler avec des artistes va me faire retourner après en compétition avec des idées plus libres, et donc de réinventer peut-être les règles de compétition, ou de se les réapproprier d'une façon où on trouve plus de liberté dans le travail. Ensuite, c'est vraiment de réussir à prendre avec les chevaux, et de réussir à proposer aux chevaux et aux hommes quelque chose de varié. C'est-à-dire de concevoir que le mouvement peut être exigeant pour la compétition, mais qu'il doit être beau, qu'on soit en compétition pour de l'efficacité ou qu'on soit en spectacle. C'est de réussir à sortir de ces aimants-là, et puis surtout trouver de l'énergie en faisant ça et trouver du plaisir. À l'âge de 6 ans, avec ton argent de poche, tu vas t'acheter ton premier cheval qui s'appelle Apache. Les années passent, c'est un magnifique parcours jusqu'à aujourd'hui.
Bah, c'est à l'école, déjà gamin, j'ai toujours été passionné par les chevaux. On faisait du spectacle de rue, mais sans chevaux. Et chaque fois que je voyais un cheval, c'était un cheval de spectacle. C'était un cheval qui sautait d'une tour de château fort et qui tombait dans les douves. C'était un cheval qui voltigeait, qui faisait une cascade. Il y avait toujours, les chevaux avaient un dressage très particulier. Et donc moi, bah, comme tous les gamins, bah, j'ai imaginé que mon cheval serait un cheval de cow-boy, d'indien, qui ferait de l'attelage, etc. Et on gagnait 100 francs par spectacle, en spectacle de rue. Avec cet argent-là, j'ai eu la chance de pouvoir acheter, en sortant de l'argent de ma poche, et pouvoir acheter mon cheval chez un marchand sans rien connaître, mais juste en étant passionné. En connaissant les animaux, on avait des chèvres, des vaches sur la ferme. Donc on avait le contact aux animaux, on savait ce que c'est, nourrir les animaux, etc. Mais aucun contact sur les chevaux. Et de là ensuite, par une aventure de découverte de ce que peut être le cheval, mais comme un gamin qui dit à l'école, à cet âge-là, quand on disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, ben, j'ai toujours répondu transformeur de rêve. Ça a été toujours ma phrase. J'ai dit, ben, moi je veux faire ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu dans ma tête cette nuit-là, c'est ça que je veux faire dans ma vie, hein, c'est pas autre chose. Et donc, ben, je suis toujours resté sur ces règles-là de vie. Et donc dans tous les choix après qui m'ont amené, ben, j'ai toujours dit ben, c'est ce que j'aime faire et ce dont j'ai envie qui sera ma priorité. Alors que j'ai des propositions pour travailler pour beaucoup d'argent, pour plein de projets monstrueux. Et j'ai toujours dit non, mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est autre chose. Sur ce parcours, une belle rencontre, Magali. Ouais. Alors? Ah ben, avant j'avais une vie, parce que je suis un peu Stakhanovitch du travail, hein. J'ai beaucoup travaillé. Enfin, moi, j'ai jamais travaillé dans ma conception avec les chevaux, c'est-à-dire que j'ai toujours passé depuis que je suis sorti de l'école. J'ai toujours travaillé de 4h30 le matin jusqu'à minuit, tous les jours, sans arrêt, sans savoir ce que c'était de s'arrêter, sans même pouvoir m'arrêter parce que ça devient une dépendance à ce niveau-là de pratique. Et le jour où j'ai rencontré Magali, ben je suis sorti de ce système-là parce que je dis bon, ben là on va devenir un peu normaux en gardant nos différences, mais on va se sociabiliser un peu normalement. Et après on a eu nos enfants et puis on a eu tout ça, et donc j'ai pris du recul en fait sur ce que j'étais en train de faire, et j'ai à ce moment-là intégré, assimilé tout ce que j'avais travaillé avant. Tout ce que j'avais travaillé, je ne l'avais pas digéré encore. Et puis, c'est à partir de la rencontre avec Mag où j'ai commencé à prendre ce recul-là. Et en prenant ce recul-là, toutes les informations ont commencé à s'organiser, à se structurer. Et maintenant, on joue avec tout ça, quoi. On ne le savait pas, mais on l'a appris. Il fut un temps où tu donnais des cours gratuits, jusqu'à prêter même des chevaux à ceux qui n'en avaient pas les moyens et qui voulaient apprendre l'équitation. C'est louable. D'où te vient cet état d'esprit? Est-ce que c'est justement l'éducation que tu as reçue? Oui, c'est l'éducation. C'est ma mère, j'ai toujours vu, on a été élevé dans une ferme et ma maman était professeure d'anglais. Dans la ville d'à côté, et puis on a toujours vu à la ferme des gamins qui avaient des problèmes en anglais et qui venaient à la maison pour prendre des cours d'anglais. Et elle donnait ces cours-là gratuitement parce que les gamins n'avaient pas de moyens. Alors elle leur disait bah, tu vas aider à ramasser les patates dans le potager, ou tu vas aller faire les clôtures avec les enfants, ou tu vas... Ils participaient d'une façon ou d'une autre, là, voilà, mais il n'y avait pas d'argent en jeu. Et du coup, ben, la maison était une grande auberge espagnole. Là, il y avait tout le temps du monde, il y avait tout le temps du partage, de l'échange. Et chacun s'apportait quelque chose, quoi. Elle apportait une connaissance en anglais, et puis les gamins fonctionnaient comme ça. On a fonctionné après dans des troupes de spectacles de rue avec mon père, qui organisait tout de la même façon. Donc ça a été toujours très généreux. C'est-à-dire que il y a ces systèmes-là, sont la cible de gens opportunistes parfois, mais j'ai toujours dit, et je redis tout le temps, je préfère m'être fait exploiter souvent que d'avoir pas pris le risque justement de ne jamais être assez généreux. Donc là-dessus on est comme ça et on fonctionne comme ça. Et du coup moi je me suis tellement battu pour apprendre l'équitation et tellement
j'ai tellement bataillé, je suis parti vivre à l'étranger, j'ai 38 ans, j'ai commencé à 18 ans, on va dire, professionnellement, donc dans ces 20 ans, j'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en France, où je me suis démené tout seul avec une conception de l'équitation différente. Et je me suis toujours dit, dès que j'aurai la moindre once opportunité de pouvoir aider des gens, aider des jeunes à pouvoir fonctionner, à pouvoir découvrir cette équitation, à pouvoir... l'argent ne sera pas un problème, et l'argent n'est pas un problème, et ça ne doit pas être un problème. Donc quand j'ai monté les elfes en 2003 avec Monsieur Olivier, ben, j'avais installé ce système-là que je faisais tous les jours. Sauf le lundi matin, ben, il y avait un cours tous les matins à 7 h. Et ce cours-là était justement gratuit. Et ouvert par contre, il y avait des règles de vie et tu devais être à l'heure, tu devais machin, mais ni tes moyens, ni ton rang social, ni le fait que tu aies un cheval ou pas était une limite. Par contre, il fallait que tu sois là à l'heure. Et ça, c'était une condition sine qua non. Est-ce que tu as des nouvelles des personnes, justement, à cette période-là, à qui tu leur as donné leur chance? Oui, moi j'ai une chance terrible dans ma vie, là, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et il y a toujours eu cette générosité-là et comme système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je dis quelqu'un me demande quelque chose, je fais ou je fais pas, ben je dis oui. Et des fois je dis t'as pas le temps, mais je dis on va le faire quand même. Et j'ai toujours répondu ça et je répondrai toujours ça parce que c'est... pas parce qu'on a été éduqué comme ça, mais je pense que la vie c'est ça. Moi je pense que c'est l'échange, la vie c'est pas autre chose. Et du coup, ben, quand il y a des gens, moi j'étais ému là, sur ces Jeux d'équestre mondiaux parce que j'ai eu des témoignages de ce qu'on était en train de faire, mais des témoignages de gens qui me racontent des anecdotes d'il y a 15 ans, 20 ans, sur des services rendus, sur un petit mot, un conseil au téléphone qui a changé la vie du mec ou de son équitation ou de sa relation avec ses parents, ou ça peut être n'importe quoi. Mais il y a des témoignages de partout qui retombent, des choses dont je me rappelle que si je réfléchis, parce que ça fait beaucoup d'infos et beaucoup de choses, et ça me revient tout le temps. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui m'envoie un mail adorable ou qui me disent merci pour un truc il y a 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est extra. Et en fait, c'est toute cette démarche-là qui rejaillit en permanence parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. C'est ça qui se passe en fait. Ne pas oublier, c'est quand on a aidé les gens, c'est important, c'est beau. Bah mais pour moi, c'est vraiment ça la vie. Hein. Il y a une règle fondamentale, c'est que quand tu fonctionnes, tu sais, il y a plein de gens qui me disent mais putain, tu donnes toutes tes techniques. Il y a des techniques dans les travaux, en mixant la compétition, le travail de spectacle et tout, on développe des choses dans la relation aux chevaux qui sont pour tout le monde, de leurs secrets, leurs trucs, leurs machins. Et moi, j'en fais des vidéos et je le balance en streaming. Et puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est le partage. Et en tout cas, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé trouver sur mon chemin et qu'est-ce qui m'aurait aidé. Qu'est-ce qui m'aurait permis d'aller plus vite dans la compréhension de ci, de ça. Qu'est-ce qui aurait pu m'apporter les choses là. Et chaque fois que je réponds ça, chaque fois que j'ai une démarche, eh ben, je me dis ça, j'aurais aimé trouver ça sur mon chemin. J'aurais aimé une vidéo qui m'explique ça. J'aurais aimé quelqu'un qui, à un moment donné, me mette en confiance sur ce point-là et me dise que ce que je suis en train de vivre, en fait, c'est normal. Là, je ne suis pas une ovni, je ne suis pas malade, je ne suis pas machin. C'est bien, et c'est la bonne direction. Et donc, en raisonnant comme ça, et c'est la même façon quand on fait un spectacle, moi je m'assois et je me dis, chaque fois que j'ai fait une écriture pour un spectacle, je me dis qu'est-ce que, si j'ai 70 ans, qu'est-ce que j'aimerais voir? Si j'ai 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais voir? Si j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise, à fond de la caisse, et que j'ai pas le temps, qu'est-ce que j'aimerais voir? Et si on se pose la question et on se met à la place de l'autre, à partir de là, ben, on arrive à trouver des réponses. Et à la fois quand tu donnes des cours gratuits à 7 h du matin tous les jours, là on ne parle pas d'une fois de temps en temps, donc c'est un investissement, pour règle, j'attends rien en retour.
C'est beau. Je suis pas là pour attendre quelque chose en retour, je suis là pour le donner. Et puis, tu vas avoir des surprises extraordinaires. Tu vas avoir des gens qui vont, au bout de 3 fois, pas venir, ou parce que c'est trop tôt le matin. Et il ne faut pas être déçu de ça, ça c'est la vie. Mais par contre, tous les jours il se passe quelque chose. Tous les jours les gens sont là, tous les jours on partage, tous les jours on est avec des chevaux, tous les jours on a la chance de faire ce qu'on veut. Là, il n'y a pas un luxe plus important que de se lever le matin et dire on fait ce qu'on aime faire, on arrive à en vivre, on est en famille, on fonctionne avec des chevaux tous les jours. Je veux dire, pour moi le luxe c'est ça, c'est pas autre chose. Quels sont les projets? Les projets, il y en a plein, c'est les projets... tu sais, moi je suis dur au mal, moi. Donc je tape et j'aime rentrer profondément dans les disciplines, à la fois dans les disciplines, dans la matière, un peu comme un peintre va dire. C'est au travers de la peinture que je m'exprime. Moi, c'est les chevaux, c'est sûr. C'est le spectacle, c'est sûr. C'est la compétition, c'est sûr. C'est les groupes humains, c'est sûr. Donc une fois que j'ai dit ça, je continue à explorer les hommes en allant plus loin dans le travail des chevaux. Le spectacle me donne l'opportunité d'aller plus loin parce qu'on peut exprimer et on peut avoir la chance de passer du temps dans le travail des chevaux et de pouvoir rechercher dans des axes qui ne sont pas des axes prédéfinis comme peut l'être la compétition. Donc les projets tiennent compte de ça. Et après, c'est les opportunités, les propositions, les partages, les projets personnels qu'on a nous. Donc on reste dans notre ligne de conduite. Il y a des fois, tu peux sortir d'un championnat du monde et dire je vais poser les bagages de cette partie-là ou de cette partie-là. Mais je me connais trop et puis je sais que dans 2 mois, je serai en feu et puis je redémarrerai tout. Donc on n'arrête pas la compète, on n'arrête pas le spectacle, on n'arrête rien, on continue à pousser et à pousser tout de front parce que c'est cet équilibre-là, pour moi, qui permet d'aller plus loin. Vous restez toujours, toi et ton équipe, au Haras de Tarbes, on espère? On a une convention qui se termine là dans les prochaines semaines. Derrière, les haras nationaux sont en pleine mutation. Cette mutation-là, il faut que... Elle doit arriver, puisque les haras nationaux ne vont plus être haras nationaux comme ils étaient, mais l'IFCE est en train de changer de forme et de structure. Donc il faut voir si à l'intérieur de cette mutation-là, nous on arrive à tenir le choc. Nous on est une entreprise privée, avec des coûts, des charges, des responsabilités financières. Donc il faut, si on arrive à tenir cet équilibre-là, on restera. Il y a beaucoup de témoignages de gens, une pétition qui a circulé pour nous faire rester ici dans la ville par les commerçants. Il y a eu plein de démarches et plein de témoignages de partout pour qu'on reste dans le haras et qu'on continue à l'animer. Mais après tout ça est en mouvance. On essaye de suivre un mouvement et à la fois il ne faut pas qu'on s'épuise à suivre ce mouvement-là. Tu parlais de pétition, elle continue, on peut la signer, on peut la trouver sur internet ou pas? C'est possible, je ne sais pas où elle en est maintenant, elle a circulé. Ensuite c'est vraiment, en fait il y a plein de gens, et puis j'entends plein de gens qui appellent ici au Haras, qui appellent à la mairie, qui appellent pour dire c'est super, on a vu un spectacle, une démonstration, on a vu ça, on a vu ça. Donc c'est toutes ces démarches-là. Et l'envie des collectivités par rapport à ce qu'on a fait avec Estria, par rapport à ce qu'on fait comme animation, et de préserver ça. Tout le monde a envie que ça soit préservé. Après, il faut voir si dans les calendriers, les moyens économiques, si tout ça réussit à se mettre en marche. Il y a plein de choses à développer. Pour moi, on a fait les balbutiements de ce qu'on pouvait faire. Il y a plein de choses à développer. Après, il faut réussir à mettre tout ça en musique. Les choses, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il faut réussir à se donner l'envergure de ces projets-là et puis voir quelles sont les volontés exactes. Dernière question, est-ce que tu es heureux aujourd'hui?
Ouais, moi je suis un enfant gâté. Hein. Je suis un enfant gâté, j'ai pas... Gâté de la vie? Gâté de la vie. De ton parcours? Ouais, de mon parcours. Je fais que ce que j'aime faire. J'ai une équipe formidable autour de moi. Je travaille en famille. J'ai des enfants magnifiques. Je retouche à la compétition. Je reviens au top là où tout le monde dit c'est pas possible. Je m'occupe des plus beaux spectacles équestres qu'il y a sur la planète en ce moment. Je ne peux pas vouloir grand chose de plus là. Et Tu es un privilégié de la vie, on peut dire. moi je suis un privilégié. J'arrête pas de... J'ai beaucoup... j'ai construit ça depuis longtemps. Mais ça n'a jamais été différent de ça. Il y a des fois j'ai mangé des pâtes, après j'ai mangé un peu de viande, puis j'ai remangé des pâtes. Et puis... Mais ça n'a tellement pas d'importance dans mon système. Voilà, je préfère avoir ce luxe-là, ce luxe dont on parle là, de pouvoir aller dans des choses fantastiques, de partage, de construction de projets extraordinaires, d'avoir la chance de voyager partout sur le monde, partout dans le monde, avec, et que le cheval soit le vecteur de ça, et de vivre ça en famille avec l'équipe qui est autour de moi, c'est juste exceptionnel. Donc, tu me dis qu'est-ce qu'il faudrait changer, je te dirais là il n'y a pas grand chose. Je veux bâtir maintenant l'endroit dans lequel je vais pouvoir mettre l'usine à projet en route, et que chaque fois que je lève quelque chose, maintenant je le sors de mes tripes, et je veux le sortir de mes tripes, mais je veux avoir l'outil maintenant autour qui permet de l'organiser d'une façon rationnelle, plus simple, et pour pouvoir aller plus loin. En fait, tout ce que tu viens de nous dire, de nous confier dans cette interview, ça veut dire si vous avez un rêve, tant que vous pouvez, allez-y, foncez. Ah ben bien sûr, j'ai vu... Croyez en vous. Ouais, croyez en vous à fond. J'ai croisé énormément de gens, qui étaient des gens que l'on va appeler riches, fortunés, etc. Parce que tout simplement je les entraînais en équitation, ou je travaillais leurs chevaux, donc j'étais personne, mais je me suis souvent aperçu, je me rappelle avoir travaillé pour des gens à Luxembourg qui étaient propriétaires d'une partie de la ville, donc c'est même pas comptable, c'est tellement la fortune est colossale. Et ces gens-là étaient tellement malheureux, et ils nous enviaient notre façon de vivre, pas nous enviaient pas méchamment, mais on voyait bien qu'ils étaient touchés par notre façon de pouvoir fonctionner. Et moi je disais, ils ne sont pas propriétaires de leurs biens, ils sont la propriété de leurs biens. Et ils étaient vraiment à ce moment-là la propriété de leurs biens, et ça me fait beaucoup réfléchir sur ce qui est à nous, pas à nous, etc. Et donc je vois des gens qui réfléchissent comme s'ils étaient immortels, qui repoussent toujours à demain l'envie de faire quelque chose, et on croise tous les jours, on dit ah ben non, je ferai ça à la retraite, ou je ferai ça... On entend ces phrases-là tous les jours. Et chaque fois je me dis non, c'est dramatique ce que tu dis là, parce qu'un jour tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Et ce trop tard là, c'est juste ce que moi j'ai pas envie de vivre. Tous les jours je me dis, je sors dans la rue, je me fais rouler dessus par un camion, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est que j'ai pas l'impression de me dire et tout ce que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire. Dans tout ce que j'ai pu faire, au moment où ça m'a été proposé, je crois avoir tout mis en place pour le faire. Et après il y a tout ce qu'on va faire dans le futur, mais ça c'est que du cadeau. C'est vrai que ça doit être dur. Je me suis aussi souvent posé la question, arriver à un certain âge et te dire si je l'avais fait, et pas de réponse au bout. C'est comme, c'est comme se dire, si je lui avais dit que je l'aime, peut-être que je vivrais avec elle. Et tout le monde peut se dire ça, tout le monde un jour a croisé une fille à l'école à qui on n'a jamais osé dire quoi que ce soit. Et il y a cette question-là, et puis il y en a, et des comme ça il peut y en avoir, et puis il y en avoir des tonnes. Et puis il faut casser ça, il faut dire j'ose y aller, et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a... On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais moi je suis intéressé par ce que je ne connais pas. Et plus j'avance, et plus je suis passionné par ce que je ne connais pas,
Et donc dès qu'il y a un truc que je soupçonne pas, que je connais pas, mais alors du tout, ben, je me jette dedans et puis et avec l'expérience après, ben, tu trouves une façon de nager dans quelque chose que tu connais pas, et puis une fois que tu as nagé dedans, ben, tu le connais un peu, et puis une fois que tu le connais, tu vas jusqu'à le maîtriser et à le comprendre, et puis ça te sert pour comprendre d'autres choses, et puis d'autres rencontres, et puis d'autres, et puis c'est vraiment un cycle vertueux et dans lequel tu es de découverte en découverte et de rencontre positive en rencontre positive, tout simplement, parce que tu croises que des gens qui veulent faire à la fin. Moi, je croise de moins en moins de gens négatifs, tout simplement parce qu'autour de moi, il n'y a plus que des gens qui ont envie d'aller quelque part, qui ont des rêves, qui ont des envies, qui rient, qui se marrent de rien. J'ai toujours dit à mes élèves, dans une des dernières créations, j'ai dit donnez-moi le cheval que vous pensez être le plus mauvais là. Alors j'ai eu un cheval, et puis ce cheval-là est devenu le meilleur cheval et le cheval qui était la star d'un spectacle. Alors tu peux tout transformer, il suffit de toucher avec de la passion, de l'amour, du temps, de l'audace, un peu d'envie, et puis tout se transforme. Et il n'y a personne qui est mauvais, il n'y a personne qui est... il faut sortir de cette idée-là, de dire lui il est bon, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de il est bon ou il est mauvais ou c'est un... Non, il peut être dans une période de sa vie où ça ne fonctionne pas, il peut être dans une période de sa vie au contraire où c'est euphorique et ça fonctionne très bien. Donc tout ça est très relatif. Par contre, si tu commences à penser il est bon ou il est mauvais, tu l'as enfermé dans quelque chose. Et tu t'es enfermé dans quelque chose. Il y a un truc aux États-Unis qui a été fait qui était extraordinaire. On a pris des élèves, on a fait un test de QI, et donc sur 100 élèves, il y avait les 50 plus intelligents et les 50 moins intelligents. Alors on a pris ces enfants-là, on les a donnés à des professeurs, et les mêmes élèves, mais dans les deux groupes. Et le groupe des mauvais, entre guillemets, des moins intelligents, on a dit aux professeurs que c'était les meilleurs, que c'était le QI le plus élevé. Et on a pris les plus intelligents, et on a dit aux professeurs que c'était les moins intelligents. Et au bout d'un an, on a refait des tests et des travaux, et on a vérifié que les bons étaient devenus mauvais et que les mauvais étaient devenus bons. Tout simplement parce que leurs professeurs croyaient qu'à la base ils étaient bons ou mauvais. Des idées reçues. Des idées reçues, et donc ça veut dire qu'en pédagogie c'est vrai, ça veut dire que quand tu dis à ton gamin tu m'emmerdes, t'es vraiment mauvais là-dessus, t'es méchant, t'es ci, t'es là, on le cultive dans ce sens-là, et si on lui dit t'es un seigneur et on va y aller, on va aller plus loin et on va pousser ça et machin, tu en fais des personnes. Si tu regardes ton cheval en disant de toute façon tu seras pas, t'es pas un bon cheval, t'en feras jamais un dieu. Et n'importe lequel, tu le regardes et tu dis on va voler ensemble, il va voler, le cheval va le faire. J'ai croisé quelqu'un il n'y a pas très longtemps dans un avion, et puis on avait une discussion, c'était un chef d'entreprise, et alors en parlant, il me dit mais c'est génial là, ce que vous me racontez. J'expliquais comment on arrivait à faire dans un spectacle 13 nationalités différentes, 7 langues parlées, les gens travaillent 6 jours sur 7 ensemble, en tournée, et ils arrivent à s'aimer, à pas être dans les conflits. Il y a toutes les religions extrêmes du monde qui sont là, sous le même chapiteau, à travailler tous les jours ensemble, et ils fonctionnent. Et j'expliquais les process que j'ai mis en place moi pour que les gens réussissent à fonctionner et puis à s'apprécier. Et il me disait c'est génial, et tout. Alors je lui disais est-ce que chez vous, quand vous descendez de chez vous, est-ce que vous avez rencontré votre facteur? Et là, le mec dit non, je n'ai pas rencontré mon facteur. Et je dis ça fait combien de temps que votre facteur est facteur dans votre rue? Donc le mec compte et dit j'ai eu mon appartement, mon truc, ça fait 20 ans maintenant. Et donc je dis en 20 ans, le mec qui vous amène votre courrier tous les jours, vous ne savez pas qui c'est. J'ai dit c'est quand même extraordinaire. Et vous n'avez pas le temps, et vous avez machin, et on a plein d'excuses. Et faites avec votre boulanger, faites avec votre machin, et tous les gens qui vivent autour de vous. Et à la fin, quand vous... on croit qu'on a des vies extraordinaires quand on est chef d'entreprise, ceci, cela, machin, et puis vous rentrez à la maison, vous êtes tout seul, vos enfants ne vous parlent plus, et c'est qu'on a raté quelque chose. Et je crois qu'il faut apprendre, tout simplement, à s'intéresser à tout ce qu'on a autour, mais tout ce que l'on a autour. Et le facteur a une vie fantastique, et moi j'ai rencontré des facteurs époustouflants, passionnants, et puis j'ai rencontré les grands chefs d'entreprise emmerdants et dangereux. Et
Et je crois que c'est juste en les rencontrant qu'on peut avoir une opinion et puis qu'on peut imaginer. Voilà. Donc le gars, et quelques semaines plus tard, m'a envoyé un mail en disant j'ai fait une des choses les plus extraordinaires de ma vie. J'ai parlé à mon facteur et je me suis régalé et je voulais vous remercier, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc le mec il rentre chez lui, il est grand chef d'entreprise. Et puis quand son facteur arrive, il tente une expérience qu'il ne connaît pas. Alors que le mec gère des milliers de personnes et il parle à son facteur, il le rencontre et puis le facteur est bousculé. Et puis il me raconte tout ça dans son mail et puis il me dit je suis rentré au bureau, je n'étais pas la même personne, je suis rentré à la maison, je n'étais pas la même personne, je repose un regard différent sur les choses, tout simplement parce qu'on s'arrête à un moment donné et on dit qu'est-ce qui est important pour moi. Benjamin, merci pour cette interview privilégiée, merci pour ce temps que tu m'as donné. Et on ne peut que te souhaiter plein de petits soleils sur ton parcours. Merci beaucoup, à bientôt.